Va prendre 10 secondes, je pense qu'il y a un petit bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour, un nouveau webinaire. Donc cette fois-ci, à l'occasion d'Octobre Rose, nous allons parler du cancer du sein avec IPK. Pour cette occasion, nous avons invité Viviane qui est sage-femme et qui pourra du coup traiter, le sujet, avec, avec, toutes ses connaissances professionnelles. Donc, Viviane, je vous laisse la main, je coupe le micro, mais je reste là, n'hésitez pas. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Je vois qu'il y a un petit public, mais, ça veut dire qu'il y a la qualité. Donc, on est parti. Je m'appelle donc Viviane Roche, je suis sage-femme et comme, beaucoup de sages-femmes, je suis impliquée dans le dépistage, gynécologique, de prévention et c'est à ce titre-là que je vous fais cette, information concernant le, cancer du sein. En plus, Octobre rose, c'est vraiment le mois où on en parle, mais il faudrait pouvoir en parler toute l'année et pas que aux femmes. Alors je crois qu'il y a que des femmes inscrites. J'espère que vos collègues masculins verront aussi, l'enregistrement, qui a lieu parce que je suis sûre ils apprendraient aussi, plein de choses. Donc c'est parti. Petite précision, vous pourrez poser des questions dans le chat, mais je ne pourrai pas répondre aux situations individuelles qui nécessiteraient bien sûr une consultation. Après, s'il y a des questions génériques, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc le programme pour aujourd'hui, on va, avoir un meilleur aperçu de l'importance du cancer du sein en termes de fréquence et cetera et on va balayer quelques idées reçues sur le cancer du sein. On va parler du dépistage et entre autres de l'autopalpation. Je vous montrerai avec un petit modèle et on parlera ensuite de diagnostic, bilan, différents traitements et il y aura à la fin un temps pour les questions. Même si, comme voilà, on n'est pas non plus très nombreux, je vais peut-être pouvoir, répondre aux questions au fur et à mesure en fonction. Donc petit quiz pour commencer. À votre avis, combien de femmes sont touchées chaque année par un cancer du sein en France? Parce qu'on entend beaucoup parler. Est-ce que vous avez une petite idée? Est-ce que vous voulez jouer, dans le chat? Ou est-ce que je vous donne la réponse tout de suite? Alors, suspense, la réponse est 61 000. C'est le cancer, le plus fréquent chez les femmes, qui est suivi de près par le cancer du poumon. Donc ce cancer du sein, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Alors, j'allais dire spécifique aux femmes, presque, on va le voir après. J'en profite aussi pour vous dire quelques mots sur le cancer du poumon, donc le deuxième cancer féminin, le plus mortel pour le coup, plus mortel que le cancer du sein, parce que le cancer du poumon est grave et pour le coup, c'est un cancer qui est relativement évitable puisque vous avez un facteur de risque principal qui est, vous le savez bien, le tabac. Euh, Avoir un cancer du sein sans être fumeur est plutôt rare, ça peut arriver, mais c'est plutôt rare. Alors que si on ne fume pas, vraiment, on diminue son risque de façon vraiment très 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 importante. C'est pour ça que j'incite tout le monde à arrêter de fumer. Vous allez voir aussi pour d'autres raisons après. Arrêter de fumer, c'est pas simple tout seul, vaut mieux se faire aider. Il y a beaucoup de personnes qui arrêtent de fumer, qui reprennent et puis qui désespèrent en disant: «Oh, moi j'y arrive pas de toute façon». Alors que plus on a déjà essayé d'arrêter de fumer, plus la tentative qu'on va faire va avoir de chances de réussite. Voilà, en gros, on s'arrête plus facilement de fumer si c'est la quatrième, cinquième fois qu'on essaye, qu'à la première. Ça, c'est pour continuer à motiver vous-même ou votre entourage autour de vous qui voudrait se débarrasser de cette mauvaise habitude qui n'est pas donnée de surcroît. Voilà, ça c'était la petite épidémiologie des cancers du sein. Chez les hommes, bien sûr, on a le cancer de la prostate qui est en pole position avec cancer poumon aussi, qui est pas loin derrière. Alors, deuxième petit quiz, hein. À votre avis, quel est l'âge moyen auquel les patientes développent, enfin,
développe un cancer du sein? Est-ce que c'est plutôt 50 ans, plutôt 64 ans ou plutôt 68 ans? Alors là, j'imagine que vous êtes en train de penser à autour de vous, des personnes dans votre entourage qui ont eu le cancer du sein. Quand est-ce qu'elles l'ont découvert? C'est vrai que cette pathologie est tellement fréquente qu'on a, forcément on est forcément concerné par le cancer du sein. Soi-même, quand on n'a pas de chance, mais ça peut être aussi, la famille, les proches, et l'entourage professionnel, et c'est aussi pour ça que c'est très pertinent de faire cette intervention en entreprise. Voilà. Alors si vous avez vu autour de vous, vous avez peut-être, l'impression que c'est un cancer, de personnes jeunes. On entend souvent parler de situations assez terribles de cancer du sein chez les femmes, jeunes, un cancer du sein, fulgurant ou agressif, alors que la moyenne d'âge pour le développer, c'est 64 ans. Alors, j'ai vu qu'il y avait une bonne réponse dans le chat, on a une gagnante, bravo Stéphanie! Donc 64 ans, en effet, c'est l'âge moyen, donc c'est, bien après, la ménopause. Je vous parlais de cancer du sein chez les femmes jeunes, on en entend plus parler parce qu'ils sont, souvent plus graves et du coup, c'est pas discret, quoi. Il y a des femmes d'un certain âge qui ont le cancer du sein, ça reste encore des fois assez tabou et elles en parlent pas forcément autant que, dans cette génération-là, voilà. C'est aussi pour ça qu'il faut faire preuve de beaucoup de bienveillance les uns vers les autres, ça j'en reparlerai. Mais des collègues, fatigués, voilà, ça peut être, aussi, quelque chose qui n'est pas dû ou qui n'est pas dit ou qui n'est pas, il n'y a pas d'obligation d'en parler non plus d'ailleurs. Donc 64 ans, on va le voir aussi, après, pourquoi, plutôt cet âge-là et qu'est-ce qu'il est proposé, aux femmes de cette classe d'âge. Encore un petit quiz, on va voir si vous arrivez à avoir une bonne idée aussi de là. À votre avis, quelles sont les chances de guérison d'un cancer du sein s'il est dépisté précocement? Alors, plutôt 50%, plutôt 80%, ou plutôt 90%? Ouais, alors, je vous parlais du cancer du poumon tout à l'heure, cancer du poumon, on est à moins de 20%, hein. Cancer du sein, on est, tada, chance de guérison de 90%. Là, c'est Christine qui est notre grande gagnante. Donc, 90% de guérison. Moi, j'avais même des chiffres où c'était encore un peu plus pour les stades précoces. Cette chance de guérison va chuter à 26% quand on diagnostique un cancer du sein au stade métastatique. Donc le stade métastatique, on n'est pas à 0%, on est à 26%. Ça a chuté énormément. On est entre 90 et 95% pour les stades précoces. D'où l'intérêt, vous l'avez bien compris, du dépistage. Alors, voilà, ça c'était par rapport aux chances de survie. La grosse difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette idée que le cancer du sein, c'est grave et que de toute façon, bah, c'est foutu. Et ça n'incite pas forcément à se faire dépister. Il y a beaucoup de femmes qui vont pas faire des tests parce que elles ne veulent pas rentrer dans des traitements, etc., en se disant que bah, de toute façon, ça sert à rien. Alors que non. Si on prend les choses tôt, c'est une excellente chance de survie. C'est un cancer qui se soigne très bien. C'est aussi pour ça que c'est très très dommage les femmes qui, et même si c'est compréhensible, hein, qui sont dans une sorte de déni, en mode si je n'y pense pas, ça n'existe pas. Donc on a trop souvent encore des femmes qui ont senti quelque chose qui n'allait pas, qui ont eu le doute, mais qui ne font pas la démarche d'aller consulter ou même d'aller demander de l'aide. Aller consulter, c'est déjà une étape qui est assez angoissante puisqu'on a peur d'avoir la mauvaise nouvelle. Donc je vous incite dans ces cas-là, j'incite tout le monde à, si vous avez le moindre doute, cette question-là, en ayant senti quelque chose à l'autopalpation dont on va parler par exemple, de ne pas rester seul et d'en parler à quelqu'un qui va pouvoir vous aider dans la démarche
de prendre rendez-vous. Et ça peut être vous aussi, inversement. Si une de vos amies, elle a un doute, elle n'est pas tranquille par rapport, mais elle repousse le moment de prendre rendez-vous. Allez, on le fait ensemble. C'est tellement plus facile d'être accompagné, ça peut permettre un déclic. Ça peut être aussi cette forme d'accompagnement très intéressant pour les femmes, nos aînés, notre grand-mère, notre grande-tante, la voisine un peu âgée, qui a du mal à prendre rendez-vous pour son dépistage. Doctolib, c'est compliqué, l'informatique, etc. Donc, vous pouvez proposer de l'aide, que ce soit pour la prise de rendez-vous, que ce soit pour faire le trajet avec, surtout quand c'est quelqu'un de la famille proche. Des fois, il est nécessaire aussi d'avoir cette forme de soutien. Alors, une petite question encore, je vous fais travailler. À votre avis, combien de temps dure une mammographie? Donc, je vous reprécise, même si c'est assez connu maintenant. La mammographie, c'est un examen de radiologie qui va permettre d'avoir une image assez claire de l'intérieur du sein et donc de dépister s'il y a des tumeurs. C'est une radiographie, donc ça envoie des rayons X, mais dans une proportion vraiment infime. Donc c'est un examen qui est beaucoup moins irradiant que d'autres, et donc il est considéré comme extrêmement sécure. Alors, la durée, alors j'ai pas dit la durée le délai de rendez-vous, hein, mais vraiment la durée, 15 minutes, eh bien vous avez tout juste, en effet, c'est un examen qui est assez rapide. Alors, la mammographie, elle a encore mauvaise presse. Pendant longtemps, cet examen était très douloureux, donc les femmes n'y allaient y allaient vraiment en reculant, voire arrêtaient d'y aller. Il y a un grand progrès de fait dans le confort de cet examen. Alors, je ne vais pas vous dire que ça fait plaisir, hein, que ça fait pas du bien, ça c'est sûr. La plupart du temps, ça reste quand même gênant au niveau de douleur, sauf pour des femmes qui ont une poitrine extrêmement dense ou extrêmement petite ou au contraire gros calibre. Donc on a des variations individuelles, donc il y a des femmes chez qui ça va continuer de faire mal, mais de façon générale, vraiment, cet examen est beaucoup moins douloureux et mal vécu que par le passé. Alors je ne sais pas si parmi les auditrices, il y en a qui ont déjà fait, mais ça peut être le moment de témoigner aussi de comment vous vous sentez les choses. En tout cas, si vous avez dans votre entourage des gens qui ont fait une mammographie il y a un certain temps et qui ne veulent plus y aller, incitez-les à refranchir le cap parce qu'avec les nouvelles machines, vraiment, c'est bien mieux. Voilà. Je précise aussi que la mammographie est l'examen qui est surtout indiqué quand les seins sont un petit peu moins denses, donc quand on avance en âge. Une jeune femme, en particulier avant la ménopause, on aura tendance plutôt à faire une échographie qu'une mammographie, et là pour le coup, c'est pas du tout douloureux. Alors, on a un témoignage qui n'est pas très agréable. Est-ce qu'on peut considérer ça comme douloureux ou traumatisant? J'espère que ce n'est plus le cas, vraiment. Dernier quiz, et après, ça sera uniquement à moi de travailler, ou presque. Quelle est la proportion des cancers du sein qui concernent les hommes en France chaque année? À votre avis, est-ce que les hommes peuvent être touchés par le cancer du sein? Et c'est oui, est-ce que c'est fréquent? Est-ce que vous avez un avis pour nos amis les hommes? C'est pas très connu, hein. Alors, c'est pas très connu parce que c'est assez rare. On est sur du 1%. Il y a 1% des cancers du sein touchent les hommes. Il s'agit essentiellement d'hommes qui sont dans des familles à risque au niveau génétique. Donc les fameuses familles de gènes BRCA1 et BRCA2. Il y a d'autres mutations, mais celles-ci sont les plus fréquentes et elles ont été un peu médiatisées par Angelina Jolie. Vous avez entendu parler certainement de Angelina Jolie qui a effectué une double mastectomie entre autres,
parce qu'elle avait un risque de cancer du sein qui était supérieur à 80 %. Voilà. Concernant les hommes, donc si on n'est pas, dans ces familles à risque, c'est quand même très rare. Donc le message pour, nos conjoints et les hommes de notre entourage, c'est, de faire une consultation en oncogénétique. Donc l'oncogénéticien c'est adressé par le médecin généraliste, il faut demander au médecin généraliste. Si on a dans sa famille 2 femmes qui ont eu le cancer du sein avant l'âge de 50 ans, ou cancer ovaire ou cancer pancréas. Voilà, ce sont des familles de gènes. Sinon, on les laisse tranquilles quand même. Alors, je vais passer un petit peu à l'anatomie, à moins que vous ayez d'autres questions sur ces quelques chiffres que j'ai déjà énoncés. Alors, concernant l'anatomie du sein, donc, le sein, c'est avant tout une glande, hein. C'est pas que pour faire joli, c'est pas que pour faire vendre des soutiens-gorge, c'est avant tout une glande qui est fonctionnelle et qui va être un peu hypotrophiée, donc elle va pas être très développée avant la première grossesse. Donc avant la première grossesse, les seins, quand on les palpe, on va pas sentir grand-chose à l'intérieur. Ils sont, voilà, il y a rien de particulier. Quand on a fait une première grossesse et qu'il y a eu un foisonnement de la glande mammaire qui se fait, vous savez bien que le grossissement de la poitrine, ça fait partie des signes de grossesse assez fréquents et assez rapides. Encore plus quand on a eu une montée de lait, qu'on est allaité ou pas. Ce qui fait que quand on palpe sa poitrine après avoir eu un bébé, on va sentir des choses qu'on ne sentait pas forcément avant. C'est cette fameuse glande mammaire qui s'est développée. Donc voilà, les seins ne sont pas vides et c'est normal de sentir des choses à l'intérieur. Vous avez donc le mamelon qui est entouré de l'aréole, ces fameux canaux avec les lobules de lait qui fabriquent le lait, voilà, toute cette glande. Le tissu jaune, c'est le tissu graisseux adipeux, hein, qui n'est pas proportionnel à la quantité de lait qu'on va pouvoir fabriquer. Et ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que derrière cette glande mammaire, on a une sorte d'arbre lymphatique, tout un réseau lymphatique. Et le réseau lymphatique, c'est un peu à la fois notre station d'épuration, hein, quand on a un œdème qui n'arrive pas à s'écouler, c'est quand le drainage lymphatique est bloqué. Mais on a aussi le réseau lymphatique permet aussi aux cellules de l'immunité, donc de cellules de protection, de combattre les virus, les bactéries, mais aussi les cellules cancéreuses. Donc on peut avoir des ganglions qui grossissent. Par exemple, quand on a un état grippal ou quand on a un problème ORL au niveau virus, bactéries, inflammation, on a les ganglions qui grossissent, mais on va aussi avoir donc une immunité qui se défend contre les cellules cancéreuses. La plupart du temps, les cellules cancéreuses sont éliminées par le corps tout seul. D'où l'intérêt aussi d'avoir une bonne immunité, de soutenir son immunité. Et parmi les choses qui vont nous aider pour avoir une bonne immunité, c'est tout ce qui va correspondre à l'hygiène de santé globale. Dormir assez, manger bien, faire du sport, etc. Et ne pas fumer encore une fois. Donc voilà. Quand le cancer du sein se développe au niveau du sein, donc c'est une cellule qui commence à se multiplier de façon anarchique. Elle va se multiplier, puis elle va pouvoir faire une deuxième tumeur dans le sein, puis une troisième, et va commencer à monter sur le drainage lymphatique. Et là, il y a fight. Voilà, les ganglions gonflent, ils se battent contre cette invasion de cellules cancéreuses. Ce que je voulais vous dire aussi à ce propos, très important, c'est que le cancer du sein n'est pas contagieux. C'est pas parce que il y a cette prolifération, ce n'est pas transmissible d'une personne à l'autre, ce n'est pas virus ou bactérie, c'est uniquement une prolifération de cellules. Certaines personnes qui ont le cancer du sein ont l'impression que c'est contagieux, parce que quand elles en parlent, les gens sont très gênés avec eux, n'osent plus les prendre dans les bras, les embrasser, mais aussi sur le comportement. Voilà. Ils ne savent plus quoi dire, donc ne disent rien et s'en éloignent.
alors qu'on aura plutôt besoin de soutien dans ces moments-là, bien sûr. Au niveau de l'anatomie, j'espère que ça vous va. On passe rapidement, hein, on n'est pas sur un cours de médecine. Et on va passer à l'étape d'après. Alors là, c'est un peu plus précis concernant la description des tumeurs. Attention, est-ce que je vais éternuer? Parce que si oui, je vais couper le micro. Non, c'est bon, ça passe. Donc on a différents types de cancers. Alors schématiquement, cancer canalaire et cancer lobulaire. Ils ne sont pas au niveau des mêmes structures du sein. En tout cas, c'est vrai que quand on parle du cancer du sein, on devrait parler des cancers du sein. Il y en a plein de différents et on va le voir surtout sur la diapo suivante. Donc le cancer du sein, les facteurs de risque qui vont aussi influencer sur le type de cancer du sein dont je vais vous parler. Alors, on parlait de l'âge. L'âge moyen du diagnostic est de 64 ans. Je précise donc que les cancers du sein, plus on a de l'âge, plus on a un risque d'avoir un cancer du sein. Donc on peut en avoir à 70, 75, 80 ans. Plus on a de l'âge, plus les cellules se divisent lentement. C'est bien ça ce qui fait la vieillesse. Donc les cancers du sein, plus on avance en âge, moins ils sont graves entre guillemets, donc plus ils sont lents à se développer. Et c'est ça qui fait qu'on a le temps d'avoir le diagnostic de façon enfin, on est moins pressé, c'est moins urgent le diagnostic. Les femmes jeunes, c'est pour ça que c'est le contraire, c'est beaucoup plus rare chez les femmes jeunes, mais c'est plus agressif par rapport à cette division cellulaire, et aussi parce que chez les femmes jeunes, on est plutôt sur des cancers génétiques. Donc sur ces familles, donc je vous rappelle, 2 femmes de votre famille qui ont eu un cancer du sein avant l'âge de 50 ans, dans la même branche familiale bien sûr, hein, en particulier sur la branche maternelle, demandez une consultation oncogénétique. Il y a trop de femmes qui pensent pas être à risque parce qu'elles n'ont pas jamais entendu parler de ça, alors qu'elles le sont, et qu'il faudrait faire un suivi beaucoup plus régulier avant l'âge de début du dépistage organisé. Et inversement, il y a trop de femmes qui sont persuadées d'être à risque et qui multiplient les examens, les échographies, mais surtout les mammographies de façon fréquente, en pensant vraiment avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, alors qu'elles ont une petite augmentation du risque par rapport au côté familial, mais elles ne sont pas dans un risque génétique. Voilà. Voilà, c'est aussi pour ça que c'est important de pouvoir identifier les familles à risque là-dessus. Avec une prise de sang, hein, c'est une analyse génétique. Quand on a une analyse ciblée, c'est assez facile techniquement, en France, en tout cas. Alors, d'autres facteurs de risque qui ne sont pas modifiables, voilà, il y a les femmes qui ont une hyperplasie mammaire atypique, ils ont un risque un peu supérieur, donc ça dépend, voilà, de la formation des seins. Il y a des femmes hein, qui ont des seins qui vont être aussi très, très denses, avec pas mal en plus des fois d'adénofibromes dedans, donc elles vont dire elles-mêmes que pour elles, l'autopalpation est très compliquée et on a recours à l'imagerie bien plus souvent chez elles, bien sûr. Et enfin, sur l'exposition aux hormones naturelles, bah, c'est pour ça que le cancer du sein aussi touche plus les femmes. En gros, plus on a eu de cycles menstruels sur toute une vie, plus on a de risque de développer un cancer du sein. Voilà. Ça, c'est un peu compliqué à interpréter ça, parce que vous allez me dire, ah oui, mais dans ce cas-là, si on a plusieurs grossesses, on a moins de cycles menstruels, donc on a moins de risques. Oui, mais la grossesse fait partie des facteurs de risque hormonaux pour une catégorie des cancers du sein qui peut être chez les femmes jeunes. Et inversement, l'allaitement diminue le risque de cancer du sein. Donc voilà, on ne va pas en faire grand-chose de cette information, très sincèrement. Ce qui va nous intéresser vraiment encore plus, ce sont les facteurs de risque modifiables. Alors, par exemple, sur le travail de nuit, hein, les travailleuses de nuit sont plus à risque de cancer du sein, sur une petite proportion, hein, voilà. Ça concerne 1% des cancers de sein. Le tabac, encore une fois celui-ci, je vous disais que j'allais vous en reparler, n'est-ce pas? Le tabac, il augmente de 30%
le risque de cancer du sein. Il augmente de façon très significative d'autres cancers au niveau des poumons, ça tout le monde sait, au niveau de la trachée, de l'œsophage, toute la sphère ORL avec les nécessités de trachéotomie. Et du coup, si les femmes savaient que ça augmentait aussi le risque de cancer du sein, peut-être qu'il y en aurait un petit peu moins qui fumeraient aussi. Donc là aussi, je vous redis, si vous souhaitez diminuer ou arrêter votre consommation de tabac, faites-vous aider. Il y a aussi le fil tabac info service, il y a des consultations d'addictologie, que ce soit chez votre médecin, chez des praticiens, infirmières, certaines sages-femmes le font aussi. Enfin, il y a beaucoup de professionnels qui peuvent vous aider, avec aussi des alternatives de type acupuncture, hypnose, etc. Il y a des patchs qui sont intéressants. Et chez les femmes, c'est aussi prendre soin de soi. Parce que beaucoup de femmes, elles fument la cigarette, parce que c'est ce petit moment où on leur fout la paix, où elles sont tranquilles, cette petite pause qu'elles s'offrent à elles-mêmes. Et si on supprime cette petite pause qu'on s'offre à soi-même par rien du tout, eh ben, ça incite pas à arrêter de fumer. Donc il faut remplacer cette petite pause qu'on s'offre à soi-même avec une clope par une petite pause qu'on s'offre à soi-même sans clope. Les hommes sont beaucoup plus dépendants, eux, du produit nicotine. Les femmes, c'est plutôt le geste. Alors, la contraception œstroprogestative. Ah, gros sujet. Alors, j'espère que vous lisez bien le diapo, hein. C'est pas le risque 119 fois plus élevé, mais 1,19 fois plus élevé, hein. Donc on est sur un risque un peu augmenté concernant le cancer du sein, concernant la contraception hormonale. Oui, vous allez me dire, encore une fois, c'est pas pratique, c'est pas logique. Vous avez plus de cycles menstruels, mais ça augmente le risque de cancer du sein, mais la contraception hormonale qui joue sur le cycle menstruel fait qu'il y en a quand même plus aussi. Mais sur la contraception œstroprogestative, on a un léger surrisque par rapport aux œstrogènes, sachant inversement que avec la contraception œstroprogestative, on a moins d'ovulation. Et le cancer de l'ovaire et le risque de cancer de l'ovaire est proportionnel au nombre d'ovulations qu'on a eues. Donc, le cancer de l'ovaire, lui, c'est un cancer qui est plus rare que le cancer du sein, beaucoup plus rare, mais plus mortel. Parce que comme l'ovaire se balade, si on a une tumeur au niveau de l'ovaire, ça t'appuie pas, ça met du temps à appuyer, à faire mal. Donc les cancers de l'ovaire sont diagnostiqués à un stade beaucoup plus avancé que le cancer du sein. C'est pour ça qu'il est plus grave, même s'il est plus rare. Et donc du coup, entre cancer du sein et cancer de l'ovaire, j'ai envie de dire, il y a un peu égalité. Ensuite, concernant le surpoids et l'obésité, c'est en lien avec l'alimentation aussi. La malbouffe augmente le risque de cancer du sein de façon importante. On est à plus de 20% si je me souviens bien. En lien, vous avez surpoids et obésité qui sont aussi un peu liés. L'autre problématique du surpoids et de l'obésité, c'est le problème de diagnostic. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui vont avoir plus de mal à prendre soin de leur sein et prendre ce temps pour elles d'aller consulter, d'aller se faire dépister, d'autant plus si elles ont eu par le passé subi des remarques grossophobes, des jugements sur leur poids chez leur médecin, chez leur praticien. Malheureusement, les violences médicales sont encore d'actualité. On en parle de plus en plus, donc ça fait boule de neige, ça diffuse l'information, et j'ose espérer qu'il y en a de moins en moins. Il y a trop de femmes qui, refroidies par des mauvaises expériences, ne vont pas consulter. Là aussi, je vais inciter toutes celles qui m'écoutent à en parler avec de leurs proches, qu'elles leur conseillent un praticien. Vous n'avez pas de contrat de loyauté avec un professionnel avec lequel ça ne se passe pas bien. Vous pouvez toujours changer de professionnel, aller chez quelqu'un en qui vous avez confiance, mais on a vraiment ce problème-là de femmes qui ne vont plus faire leur dépistage, leur consultation à cause de mauvaises expériences.
et c'est là où on peut avoir des situations vraiment dramatiques, en particulier sur le cancer du col de l'utérus. Tenez, je vais vous en parler tout de suite, le cancer du col de l'utérus, parce que ça ne sera pas forcément abordé après, mais c'est important d'en parler. Concernant le dépistage du cancer du col de l'utérus, il est conseillé à partir de l'âge de 25 ans. À partir de 30 ans, c'est tous les 5 ans. Avant 30 ans, c'est un peu plus rapproché. Donc c'est un espacement qui peut vous sembler étonnant par rapport à ce que vos praticiens faisaient déjà, parce que par le passé, c'était tous les ans, puis tous les 2 ans, puis tous les 3 ans, et là, c'est passé à tous les 5 ans. Ce qui est tout à fait logique, je vous rassure. Il ne s'agit pas de faire des économies sur la santé des femmes. C'est que le papillomavirus, qui provoque 99% des cancers du col de l'utérus, est un virus qui est très fréquent dans la population. Plus de 85% des gens le rencontrent en général aux alentours de la vingtaine. Donc c'est très fréquent, c'est aussi fréquent que d'avoir un enfant. Voilà. Donc, ça fait partie de l'étape normale de la vie sexuelle, d'autant plus que le préservatif ne protège que de 50%, ne diminue que de 50% la contamination au papillomavirus. Manque de bol. Donc, il faut prendre un préservatif pour tout le reste. Pour le papillomavirus, c'est insuffisant. Donc le papillomavirus, très fréquent, tout le monde le rencontre quasiment, et dans 90% des cas, on en guérit tout seul. Voilà, nos cellules délimitées font leur job. En 2 ans, on le supprime de notre corps. Chez 10% des personnes, le papillomavirus va persister. Et quand il persiste pendant des années et des années, alors je disais pour ça, pour qu'on ne commence pas avant 25 ans, parce qu'avant 25 ans, toutes les jeunes femmes quasiment ont du papillomavirus. Donc voilà. Et du coup, ça crée énormément de stress pour eux. Donc au bout de 2 ans à peu près, on l'élimine, sauf pour 10% qui le gardent en chronique. Ces personnes qui le gardent en chronique, le papillomavirus, il va faire sa vie, il va pendant des années rester latent, chronique, et puis au bout de plusieurs années d'infection, il va faire muter des cellules en cellules atypiques. Puis, en quelques années, ces cellules atypiques vont devenir des cellules précancéreuses, qui, en plusieurs années encore, vont devenir des cellules cancéreuses. Le cancer du col de l'utérus, le vrai cancer, pas l'état pré-cancer, mais le vrai cancer, il met des années à se développer. On est sur à peu près 10-15 ans quand on a la vingtaine, 20-30 ans, et on dépasse plus de 30 ans pour fabriquer un cancer du col quand on a plus de 60 ans. C'est pour ça que le dépistage du cancer du col s'arrête, lui, à 65 ans. C'est pas parce qu'on néglige la santé des femmes de 65 ans, c'est qu'il faut plus de 30 ans pour faire un cancer à ce niveau-là, et donc on arrête d'embêter les femmes avec un spéculum à ce stade. Donc ça, c'était le petit encart papillomavirus, dépistage du cancer du col de l'utérus, sachant qu'on va espérer qu'au bout d'un moment, dans quelques années, on aura moins besoin grâce à la vaccination. La vaccination contre le papillomavirus va donc protéger de 90% des cancers du col de l'utérus, mais va aussi protéger contre des cancers pour lesquels on n'a pas de dépistage, c'est-à-dire au niveau de la vulve, au niveau de l'anus, chez les garçons au niveau du pénis, et chez les garçons et les filles, mais plus chez les garçons que chez les filles, au niveau ORL. La moitié des cancers ORL sont dus à ce papillomavirus, car bizarrement, ce qui se retrouve au niveau génital peut se retrouver au niveau oral. On se demande comment. Donc, c'est pour ça que la vaccination des jeunes gens, garçons et filles, est recommandée bien avant qu'ils rencontrent le papillomavirus. Donc là, les vaccins au collège pour être tranquille quelques années avant de croiser les différentes souches de papillomavirus. Vaccination qui est sécure, on a un bon recul maintenant, une vingtaine d'années dessus. Donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, c'est plutôt pas mal en particulier pour les cancers pour lesquels il n'y a pas de dépistage. Voilà. Je vous parlais du cancer du col et du fait qu'il y a certaines femmes qui mettent trop longtemps à ne pas à revenir dans les cabinets. Et c'est là où on a pour le coup des cancers du col qui peuvent être vraiment avérés. C'est les femmes qui n'ont pas fait de frottis depuis 10-15 ans. Où là, pour le coup, ça peut être très gênant, avec un cancer du col de l'utérus qui, lui, pour le coup, a 60% de mortalité. Ça, c'est pour des choses qui ont persisté pendant longtemps.
Voilà. Donc tous les 5 ans pour le dépistage du cancer du col, c'est aussi parce qu'on a une faculté de cicatrisation spontanée qui est intéressante, hein. Au niveau du col de l'utérus, on a des pertes blanches. Dans les pertes blanches, on a des globules blancs. Nos cellules de l'immunité se battent contre les virus, contre les bactéries, contre les cellules cancéreuses. Et on a 30% de guérison spontanée des cellules cancéreuses de haut grade. C'est pour ça qu'on va éviter de faire des frottis trop souvent, parce que sinon il y a plus de probabilité de tomber sur des lésions que le corps arriverait à gérer tout seul. Alors que si on espace les frottis, il y a plus de probabilité de tomber que sur des lésions où là le corps il a besoin d'un coup de pouce, une biopsie, une conisation pour se débarrasser de cette infection. Voilà. Ça c'était le petit cancer du col. C'était pas prévu dans les diapos, mais je trouve ça important et j'espère que ça vous aura intéressé. En tout cas, je suis sûre que ça vous aura aussi concerné. On revient aux facteurs de risque modifiables de la cancer du sein, la ménopause. Donc la ménopause, cette étape de la vie qui arrive en moyenne à 51 ans, qui peut être accompagnée pour un certain nombre de femmes de symptômes pénibles, bouffées de chaleur, sueur nocturne, brouillard mental, etc., sécheresse vaginale, etc. Donc pour ces femmes-là, on va leur proposer un traitement hormonal qui n'a pas vocation à persister pendant 10 ans. Il doit rester transitoire sur le moyen terme, mais pas sur le long terme. Et enfin, l'alcool. Je vous parlais un petit peu de malbouffe avant, mais l'alcool est aussi à augmenter le risque de cancer. Alors, sein, bien sûr, mais aussi les cancers digestifs, hein, le foie, l'œsophage, l'estomac, etc. Est-ce que vous avez des questions sur ces facteurs de risque ou est-ce que je peux passer à l'étape d'après? Je continue. Alors, on va parler maintenant de l'autopalpation dans le cadre du coup de ce fameux dépistage du cancer du sein. L'autopalpation est recommandée à faire tous les mois. Autopalpation, donc auto par soi-même. Il y a des conjoints qui le font très bien aussi. Certains conjoints ont même sauvé la vie de leur femme ainsi. Et c'est pourquoi je trouve ça toujours très, très intéressant aussi d'avoir des hommes qui suivent ce webinaire. J'espère que certains se laisseront tenter par l'enregistrement. Donc, tous les mois, à faire pas n'importe quand au moment du mois, hein, après les règles. Vous savez bien, si vous avez un cycle menstruel, qu'avant les règles, les seins ils sont plus tendus, douloureux. Enfin, voilà, on sent qu'il y a des choses à l'intérieur. C'est pas le bon moment pour faire une autopalpation. Vous allez sentir plein de choses flippantes qui ne sont absolument pas graves. On fait ça une semaine après, enfin plusieurs jours après les règles. Les seins se sont assouplis, sont pas douloureux, et là c'est le bon moment. En premier, on va observer et ensuite on va toucher. On va observer parce que les seins peuvent avoir un aspect qui change un petit peu de l'ordinaire. L'idée étant bien, avant tout, non pas de dépister un cancer, mais de connaître sa poitrine. Savoir comment elle est en temps normal. Est-ce que d'habitude j'ai un sein qui est plus gros que l'autre? C'est le cas chez beaucoup de femmes, hein. On n'est pas symétrique. Les hommes aussi, ils en ont une qui descend plus que l'autre. Donc on n'est pas symétrique, c'est normal, mais si vous avez l'habitude d'avoir un sein plus petit que l'autre et que celui plus petit d'un coup vous semble plus gros, ça doit pouvoir vous interpeller. Au niveau visuel, on va aussi avoir vérifier que. Alors, je vais juste vérifier que ce ne soit pas après le. Ah bah, il y a le côté visuel qui est après. Bah, je vous le fais après. Je pensais que c'était maintenant. On fera après plus précisément que la symétrie. L'examen clinique peut aussi être fait, bien sûr, à l'occasion de l'examen qui est recommandé tous les ans chez médecin traitant, gynécologue ou comme je disais, les sages-femmes, on le fait aussi. Et des fois, c'est plus facile d'avoir un rendez-vous. Ça dépend de là où on habite. L'autre dépistage, c'est la mammographie. Ça, c'est le dépistage recommandé.
Ouais, je vais vous en parler comme ça, après je passe plus de temps sur l'autopalpation. Donc le dépistage pour le cancer du sein repose sur 2 choses, à la fois l'autopalpation et la palpation, c'est le côté, heu, diagnostic clinique et c'est à à partir de l'âge de 25 ans à peu près. Avant 25 ans, c'est super rare et d'autre part, vous avez la mammographie. La mammographie, c'est à partir de l'âge de 50 ans, tous les 2 ans, cette, radiologie qui est faite et qui est prise en charge à 100 par l'assurance maladie et là, on reçoit une invitation. On peut aller aussi sur sa page Amélie pour, récupérer le bon de prise en charge. Je vous laisse d'ailleurs scanner le QR code si vous le souhaitez. La mammographie est donc très pertinente à partir de 50 ans puisqu'on expliquait que le pic de diagnostic, c'est à partir de 64 ans. Les cancers entre 2 mammographies sont vraiment très, très, très rares, hein. On est sur du moins de 1 L'autopalpation, c'est là où on va en parler un petit peu plus donc. Avant tout, connaître ses seins, les observer, donc par rapport à la symétrie, mais aussi on peut voir s'il n'y a pas une boule visible à l'œil nu, ça peut arriver. La modification de la forme du sein ou de la taille. Un mamelon qui est un peu plus rétracté, un peu pincé sur le côté, par exemple. L'apparition d'une rougeur ou d'une lésion. Alors ça, c'est d'ailleurs sur tout le corps, hein. Si vous avez une lésion, une petite blessure qui ne cicatrise pas, ça fait des mois, ça ne cicatrise pas, rendez-vous chez le dermatologue aussi. Il faut se surveiller les grains de beauté. Il faut se surveiller encore plus tout ce qui est taches au niveau des seins pour les femmes qui font du bronzage intégral, parce que la peau des seins est très fine, hein. Si vous faites du bronzage au niveau de la poitrine, il faut absolument une crème solaire. Voilà, et pas hésiter à aller voir le dermato aussi régulièrement. Écoulement anormal au niveau d'un mamelon. Alors s'il y a du sang qui coule, je vous fais confiance, hein. Je sais que vous allez aller chez le médecin. Si vous avez du lait qui coule, alors si vous avez allaité il n'y a pas longtemps, ça peut arriver. Si vous avez arrêté d'allaiter il y a 1 an ou 2, oui, ça arrive quand un bébé pleure, ça peut refourmiller. Si ça fait quelques années que vous n'avez plus allaité, c'est toujours le cas. L'intérêt de faire le dépistage, surtout si entre-temps il n'y avait pas eu d'écoulement de lait. Et apparition d'une fossette ou d'un creux. Voilà. Ensuite, alors, pour cela, rassurez-vous, je ne vous montre pas sur moi, mais sur un petit sein de démonstration. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, d'accord? Bon, pour les puristes, c'est pince un peu le mamelon pour vérifier qu'il n'y a pas d'écoulement. Après, quand il y a un écoulement, souvent, ça se fait assez spontanément, hein. Ensuite, on va prendre 3 doigts à plat, d'accord? Si on se contente de faire du bout des doigts, ça ne va pas être aussi efficace. Je ne sais pas si vous avez ma vidéo là. Parce qu'avant, j'avais un petit retour vidéo, et là, je ne le vois plus. Si. Voilà. Donc, 3 doigts à partir du mamelon. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un peu comme les rayons d'un soleil. On part de l'aréole et on palpe tout le sein vers l'extérieur. On revient au niveau du mamelon et on fait le rayon d'après. Et on continue comme ça sur tous les rayons de notre soleil qui est notre poitrine. Voilà, et bien à plat, hein. Pas sur le bout des doigts, on ne va pas sentir avec le bout. On va faire à plat. Comme ça nous permet de voir s'il y a une zone qui est un petit peu différente. Ok? Donc voilà, tous les rayons. Et quand je parle de tous les rayons, est-ce que vous savez aussi ce qu'il ne faut pas oublier? Je suis sûre, j'ai un super public qui répondait bien aux questions. Vous savez qu'il ne faut pas oublier d'aller au niveau de l'aisselle. L'aisselle, c'est par rapport à ces fameux ganglions dont on a parlé tout à l'heure. Donc moi, je vous parle j'aime bien cette technique du rayon du soleil avec ses rayons de soleil. Il y a des gens qui vont vous proposer de découper le sang en 4. C'est une image, hein, et de palper chaque cadran au fur et à mesure, le cadran, voilà, comme ça. D'autres qui vont vous dire, et je pense que c'est le visuel qui est marqué dans le médical libre, de faire une sorte de cercle concentrique de spirale. Voilà. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Faites ce qui vous semble le mieux.
Ce qui va être intéressant, c'est de le faire allongé et debout. Moi, j'aime bien conseiller de le faire debout sous la douche, comme ça on y pense en se savonnant, c'est très rapide, on le fait facilement. On va pouvoir mettre ma caméra un petit peu, super, merci. Donc ouais, j'aime bien le conseil de faire sous la douche parce qu'en se savonnant, ça peut être... Voilà, il n'y a pas besoin d'un moment académique là-dessus, hein. Mais, euh, mais bon, allonger sous la douche, c'est plus compliqué, à moins que vous ayez une baignoire ou vous demandez à votre chérie d'acheter une baignoire, vous en achetez une. Voilà. Et il ne faut pas hésiter aussi un moment à lever le bras pour bien sentir, voilà, sous l'aisselle. Ok? Donc voici les gestes d'autopalpation. Donc peut-être que si vous n'êtes pas en open space, vous êtes vous-même en train de palper votre poitrine. Alors, si vous palpez votre poitrine, vous allez sentir certainement quelque chose. Donc vous allez sentir la glande mammaire à l'intérieur, très certainement. Et vous allez peut-être sentir des petites choses, surtout si vous n'êtes pas au meilleur moment du cycle pour sentir. La plupart du temps, quand on palpe quelque chose dans la poitrine, c'est juste un kyste. C'est rien du tout. Un adénofibrome, un kyste. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Et le médecin, la sage-femme qui fait la palpation, pardon, ne peut pas forcément le savoir, hein. On n'a pas des yeux de Superman, hein. Une palpation n'est pas une échographie. Donc on va vous envoyer assez rapidement faire une échographie ou une mammographie selon la situation. Moi, j'avoue que j'ai l'échographie très facile. Quand j'ai une patiente quand je sens quelque chose qui sort de l'ordinaire, la plupart du temps, je ne suis pas inquiète parce que ça fait plutôt au toucher adénofibrome, mais j'envoie directement faire une échographie, voilà, on prend zéro risque. Donc voilà, il y a marqué toute masse n'est pas forcément une tumeur maligne. J'ai envie de dire, la plupart des masses ne sont pas du tout des tumeurs malignes. Mais il faut quand même consulter, oser franchir le cap, plutôt que de s'angoisser chez soi pour rien, bien souvent, ou être dans ce déni alors que c'est une vraie tumeur dont je vous parlais, cette fameuse pensée magique où il ne faut pas tomber dedans. Alors je vais passer un peu plus vite sur le reste. Bon, à savoir qu'on ne va pas commencer une chimio, des rayons, etc., sur juste une écho ou une mammographie. Il y a beaucoup plus d'examens qu'on va pouvoir faire, et en particulier une biopsie. La biopsie, c'est avec une aiguille récupérer des cellules de cette masse pour vérifier si c'est juste un kyste tout à fait bénin ou si, ah bah oui, en effet, il y a une tumeur à traiter. De temps en temps, il va falloir aussi vérifier les ganglions, puisque l'atteinte des ganglions va être très indicative par rapport au stade du cancer. Les différents traitements, ça vous en avez entendu parler certainement. En fonction de la situation, ça peut être la chirurgie, donc ablation juste de la tumeur ou plus largement ou du sein, la mastectomie, avec derrière une chirurgie réparatrice. Ça va être récupérer d'un ganglion pour vérifier qu'il ne soit pas envahi par les cellules cancéreuses, puisqu'en fait, quand le cancer du sein se métastase, ça passe par la chaîne lymphatique, puisque c'est une chaîne lymphatique qui est dans tout le corps. En fait, c'est souvent par là que ça circule. D'où l'intérêt aussi, quand on a un cancer qui est encore localisé dans le sein, de bien traiter le ganglion pour arrêter sa dissémination dans le corps. Voilà. La chimiothérapie, vous avez entendu parler, il y a eu de gros progrès de fait. Alors ça va dépendre, hein, sur un cancer du sein agressif, il faut y aller plus fort bien sûr. Il y a l'hormonothérapie, très intéressante et très importante pour les cancers du sein hormonodépendants. Je vous avais dit qu'il y a différents types de cancers du sein, tous ne vont pas répondre au même traitement. La radiothérapie et thérapie ciblée, c'est l'immunothérapie. Excellente voie d'avenir, vraiment un bel espoir sur l'immunothérapie, avec beaucoup moins d'effets indésirables et vraiment des belles perspectives d'amélioration de la qualité de vie des malades et de pronostic grâce à l'immunothérapie. Voilà, comme je vous disais, chaque cancer du sein est particulier et nécessite un traitement spécifique. Et voilà, ça va dépendre de plein de choses, en particulier du type de cancer du sein, de son stade, de son agressivité, s'il y a des métastases ou pas, etc. Ok. Et ensuite,
Après, bah, va y avoir de la rééducation, en particulier s'il y a un curetage des ganglions. Le curetage des ganglions peut entraver le fonctionnement du bras, créer des douleurs, faire ce qu'on appelle un lymphœdème, un gonflement, un œdème du bras, parce que l'œdème ne peut plus bien s'évacuer par les ganglions, justement, par le drainage lymphatique. Et donc ça peut créer des vraies problématiques et demander, par exemple, après, une adaptation du poste de travail, par exemple, etc. Il y a des femmes qui ne peuvent plus mettre de soutien-gorge après un curetage et d'ailleurs, certains chirurgiens, déconseillent le soutien-gorge après. La reconstruction mammaire, elle n'est pas obligatoire, rien n'est jamais obligatoire bien sûr. Elle est souvent souhaitée, souvent c'est dans un deuxième temps, voilà. Et ce qui voilà, elle est souvent différée, voilà. Bien sûr pris en charge à 100. Qu'il y ait une reconstruction mammaire ou pas, il y a bien sûr une prise en charge qui est extrêmement importante au niveau du soutien psychologique. Alors ça peut être justement par des psychologues spécialisés, mais ça va être aussi par l'accompagnement, l'entourage, le soutien bienveillant, vous en doutez bien. Le suivi par la suite, voilà, on va surveiller de façon importante jusqu'à pouvoir parler de rémission, puis de guérison. Donc pour une majorité des femmes, je vous disais que quand il est pris à temps, il se guérit très bien, très souvent, à plus de 90% des cas. Voilà les éléments que je voulais vous dire concernant le cancer du sein. Et on a quelques minutes pour que je réponde à vos questions, si vous en avez. Voilà. Merci beaucoup, Viviane. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des questions à les poser. Alors, s'il n'y en a pas, je peux vous donner quand même une petite information complémentaire sur les cancers gynécologiques. On a parlé du cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Il existe un cancer du corps de l'utérus qui n'est pas transmissible par le papillomavirus. Le cancer du corps de l'utérus, c'est beaucoup le cas chez les femmes ménopausées, donc c'est aussi un cancer de la femme âgée. Il est plus rare que le cancer du sein, mais il y a un élément diagnostique à savoir. C'est si une femme ménopausée, elle a de nouveau des saignements qui arrivent. Ce n'est pas des règles qui arrivent quelques années plus tard. Si on est ménopausé depuis un certain temps et qu'on a un saignement qui revient, souvent, c'est que le col de l'utérus et c'est rien du tout, c'est juste qu'il a été un peu frotté, un peu râpé par exemple. Mais ça peut être l'utérus et dans ce cas-là, tout saignement alors qu'on est ménopausé doit faire consulter pour rechercher ce cancer-là, qui n'est pas si fréquent mais qui touche nos grands-mères et qui va être aussi très impactant. Voilà. Comme il n'y avait pas de questions, j'en profitais pour donner cette information Mais vous complémentaire. faites bien. En tout cas, merci pour l'intervention, c'était très clair. J'espère que les personnes qui ont pu assister et qui regarderont le replay retiendront les informations importantes. Je retiens que cancer dépisté tôt, c'est 90% de chances de guérison, donc c'est quand même pas du tout négligeable. Donc c'est une belle occasion de le rappeler en ce début du mois d'Octobre Rose. Je vais vous remercier aussi IPK pour l'accueil. Lilian, merci beaucoup pour avoir Avec fait le plaisir. lien. Et vraiment très très chouette que les entreprises se lancent et s'investissent dans la prévention vers les salariés. Très très intéressant et D'accord. profitable à tous et à toutes. Merci. Si vous n'avez pas davantage de questions pour Viviane, on va couper la session. Merci à tous. Merci encore une fois, Viviane. Et je vous souhaite à tous une belle journée et un bon Octobre Rose. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir.